Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver ce dimanche matin pour parler lecture bien entendu, mais pas que, parce que je vais vous parler de quelque chose aussi qui est lié à la lecture, mais d'un petit peu différent, mais on verra tout cela un petit peu plus tard. Alors nous allons parler de ceci, cette petite pile où on a graphique avec manga, BD et roman également. Alors comme d'habitude je vais commencer par les mangas, les deux derniers que j'ai lus qui clôturent la série Créatures Fantastiques, le tome 4 et le tome 5. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis et d'après ce que j'ai vu c'est une série en 5 tomes. Donc j'ai pu continuer et du coup terminer cette petite série de mangas que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé. Ensuite toujours la petite fille Ziska qui est apprentie vétérinaire mais qui a aussi de la magie parce que sa famille faisait partie des mages et donc ici il soigne des animaux fantastiques. Le monde est en plein changement, en pleine évolution, la science prend de plus en plus d'importance par rapport à la magie et au folklore et du coup on se trouve un petit peu coincé entre deux époques, mais les créatures fantastiques sont toujours présentes même si les personnes tentent plus d'expliquer les choses de manière scientifique, mais ici on a Ziska et son maître qui est vétérinaire avec lequel elle fait son apprentissage, qui est au fait de la présence, de l'existence de ces animaux fantastiques et du coup leurs petites aventures les amènent à en rencontrer et à les soigner. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup apprécié ce petit manga. C'est toujours des très jolis dessins, je vous avais déjà montré, mais c'est ce style de dessin que je trouve vraiment très très beau. On a beaucoup de créatures évidemment fantastiques, je vais essayer de vous en trouver une. Il y a un aspect très présent avec la nature, avec les divinités liées à la nature aussi. Voilà, ici c'est une de ces petites créatures qu'on voit là. Donc c'est un vraiment très très chouette manga, je vous le recommande si vous aimez ce genre d'ambiance et d'histoire. Les livres sont très jolis et les tranches en plus sont très belles parce qu'elles ont chacun une couleur. Donc ça fait très joli quand c'est aligné les uns à la suite de l'autre. C'est un détail mais voilà, je le signale malgré tout. Alors maintenant je vais parler des Cozy Mystery parce que j'en ai lu deux. Alors je vais d'abord commencer par celui-ci qui est Ils étaient 7, donc le club des amateurs de romans policiers écrit par C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. Ça c'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur et j'avais vraiment hâte de le découvrir, donc je le lui ai emprunté. Alors à l'arrière il est mis: quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers. Ça m'avait vraiment beaucoup tenté dès sa sortie, il me faisait de l'œil. Comme elle l'avait acheté, j'avais un petit peu attendu, ça servait à rien d'avoir des doublons. Donc ici dans cette histoire, on va suivre en fait le personnage d'Alicia Finlay qui va décider de créer un club de lecture qui est destiné aux amateurs de romans policiers plus précisément, parce que elle c'est ce qu'elle aime bien dans la littérature. Et avec l'aide de sa sœur, elle va préparer une petite annonce qu'elle va publier afin d'avoir des nouvelles et de pouvoir sélectionner les membres, les futurs membres qui pourront faire partie de ce club. Elle va recevoir des réponses, bien entendu, des réponses qu'elle va pas garder, mais d'autres plus intéressantes. Et finalement, le club va se former et va être constitué de 7 membres. Ce sont 7 personnes qui sont, tout comme elle, passionnées de lecture policière et qui ont vraiment aussi un attachement particulier à Agatha Christie. Donc ça se combine très bien. Il y a une première réunion qui va avoir lieu pour un petit peu faire connaissance, pour se présenter, pour un petit peu voir comment ça va se passer au niveau du club de lecture. Cette première réunion se passe assez bien dans son ensemble. Le souci, c'est quelques temps plus tard, il y a une des membres qui va être la cible d'une tentative d'assassinat. Et encore plus tard, il y a une autre des membres qui va disparaître sans laisser de traces. Et ça laisse complètement indifférent son mari et sa fille. On voit qu'il y a beaucoup de tensions à la maison, dans la famille. Et du coup, Alicia, elle est assez inquiète pour cette dame qu'elle a vue effectivement une seule fois. Mais elle trouve pas ça normal que personne ne s'inquiète de sa disparition. Et du coup, elle va décider d'enquêter elle-même et de faire appel par moment aux réflexions du groupe de lecture qui vient d'être formé.
Ça, c'est l'histoire dans son ensemble. Donc, on va s'attacher à la disparition du membre de ce club de lecture qui vient à peine d'être formé. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est un chouette cosy mystery. Ça se passe ici en Australie, donc c'est aussi une ambiance un petit peu différente. D'habitude, les cosy mystery, ils sont à Oxford, ils sont allés en Angleterre principalement. Ici, c'est un peu différent. Donc, c'est un élément assez sympathique. Il y a beaucoup de références à Agatha Christie. Bon, déjà, quand vous voyez le titre, vous vous en doutez, je pense, mais il y a vraiment énormément de références à Agatha Christie, à sa vie, à ses œuvres. Donc, si vous aimez pas trop Agatha Christie, ben, peut-être pas vous lancer dans celui-ci, mais si vous aimez bien, ben, ça va vous faire des petits clins d'œil et vous faire sourire. C'est assez sympathique. C'est un livre qui se lit super bien, la plume est très agréable, il fait 400 pages environ, mais je l'ai lu vraiment très rapidement parce que c'est fluide, l'intrigue est sympa, on est bien dans le cosy et tout ça. Oui, j'ai bien apprécié, franchement, c'était très sympathique à lire. J'ai beaucoup apprécié aussi suivre le personnage d'Alicia, découvrir un petit peu plus les membres du club de lecture, hein, parce qu'on va un petit peu découvrir leur caractère. Il y a des personnages un petit peu hauts en couleur. Ça ajoute un élément très sympa. Donc c'était franchement un très bon moment de lecture de manière générale. J'avais pas du tout deviné quelle était la fin de ce roman par rapport à la disparition de cette personne, mais j'avoue que c'était très bien pensé. De nouveau avec un rappel à Agatha Christie. Donc voilà, une première lecture d'un nouveau cosy mystery qui me semble vraiment très prometteur pour la suite aussi. Je vois en plus qu'à la fin, ils annoncent le second tome, on le voit ici, qui est prévu pour août 2023. Donc une couverture assez estivale. Et je poursuivrai, je sais pas si c'est ma sœur qui va acheter les livres, je verrai ça avec elle, mais en tout cas ça m'intéresserait de poursuivre et de continuer à suivre ce club de lecture aux côtés d'Alicia et de sa sœur. Mon autre lecture cosy mystery, c'est celui-ci, c'est Feux d'artifice mortels, toujours dans les enquêtes de Loveday et Ryder aux éditions HarperCollins Poche, écrit par Faith Martin. C'est une de mes petite série de cosy mystery préférée, c'est le 5e tome si je ne dis pas de bêtises et il vient de sortir et je me suis ruée dessus et comme d'habitude j'ai passé un super moment de lecture. Donc ici dans cette série on suit deux enquêteurs, Loveday et Ryder. Loveday qui est une jeune policière qui a des difficultés en fait dans son travail parce que elle est, étant donné que c'est une femme, on est dans les années 60, on est à Oxford et c'est la seule policière du commissariat et voilà, les mentalités n'ont pas encore beaucoup évolué à ce moment-là, donc on lui accorde jamais d'affaires sérieuses, on la met toujours sur des petits trucs administratifs, voilà, alors qu'elle, elle veut vraiment être utile et avoir un job de policier équivalent à ses confrères masculins, mais c'est compliqué. Et on a aussi le docteur Clément Ryder, qui est un ancien médecin très reconnu, qui a changé de profession et qui est devenu coroner. Et c'est un monsieur qui a de l'expérience, qui est intelligent, qui a un certain âge. Il est évidemment plus âgé que Loveday. Et lui, il va voir un potentiel dans cette jeune fille. Et du coup, quand il doit réouvrir des enquêtes policières, eh bien, il va demander que cette jeune fille soit également sur l'affaire pour enquêter à ses côtés. Et du coup, à chaque petite histoire, on suit ce duo qui évolue et qui résout les énigmes à deux. Et ça marche vraiment super bien. C'est vraiment très chouette. Et dans cette enquête, en fait, on est en 1961, comme je vous l'ai dit, à Oxford. C'est le 5 novembre et apparemment, il y a une fête où sont lancés des feux d'artifice, c'est la tradition. Et on est dans une famille, hein, toute la famille s'est réunie. Malheureusement, il va y avoir un accident. Le personnage de Thomas Hughes va perdre la vie en voulant allumer justement ces feux d'artifice. Il se rend dans une remise pour aller chercher les pétards et autre chose. Et en fait, un incendie va se déclarer, un pétard va être lancé et
toute la cabane va s'enflammer et le personnage de Thomas va décéder dans cet incendie. La famille est sous le choc, tout laisse penser qu'il s'agit d'un accident, mais est-ce vraiment le cas? L'affaire va être présentée au docteur Clément Ryder qui, au vu des témoignages, etc., tout semble penser effectivement que c'est un accident. L'affaire va être classée comme ça, mais en fait, quelques temps plus tard, il y a un journaliste qui va sortir un article indiquant que cette affaire a été classée beaucoup trop rapidement, que le personnage de Thomas Hughes, il a des choses à cacher, il avait beaucoup d'ennemis et apparemment que la famille aussi aurait pu avoir des raisons de souhaiter sa mort. Du coup, comme cet article de presse est sorti, la police est un petit peu obligée de rouvrir l'enquête et c'est ici Trudy Lovegood qui va être responsable de cette affaire et elle va faire appel au docteur Clément Ryder. Ça, c'est pour notre histoire. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'aime bien cette série. C'est une de mes préférées en Cozy Mystery. Donc, évidemment, j'ai apprécié. Évidemment, j'ai aimé cette lecture. Ça se dévore, c'est fluide, c'est agréable. C'est toujours un plaisir de retrouver ces deux personnages. Il y a aussi leur relation qui évolue. C'est une relation vraiment qui est bienveillante. Le Dr. Ryder, c'est un personnage vraiment attachant. Trudy Loveday également. Ouais, c'était super chouette. Je vous recommande cette série tout en commençant bien évidemment par le premier tome. L'ambiance aussi est super sympa vu que ça se passe pas à notre époque, ça se passe dans les années 1960. Donc il y a aussi des petits éléments qui changent par rapport à ça. On est plus dans un contexte historique différent. Bref, c'était vraiment très gai comme lecture et je continue. Bien entendu, il y a déjà une nouvelle histoire qui est sortie. Je vois ici qu'à la fin, on voit le livre en grand format. Donc j'attendrai qu'il sorte en poche. Ce sera Couronnement fatal Middle Fenton. Donc j'ai hâte de découvrir et de poursuivre les aventures de Loveday et Ryder. Je change d'ambiance maintenant avec celui-ci qui est Salem de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme d'habitude, je continue mes petites découvertes des œuvres de Stephen King après avoir lu Le Fléau, Rose Madder, Cimetière également, j'en ai lu quelques-uns comme ça. Qu'est-ce que j'ai lu d'autres aussi? Nécro récemment. J'ai pu lire celui-ci. C'était en lecture moitié audio, moitié lecture papier. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ici, on est dans le Maine, aux États-Unis, dans les années 1970. Et on va suivre le personnage de Ben Mears, qui est un écrivain qui revient en fait à Salem pour écrire un nouveau roman. Et donc c'est une petite ville où tout le monde se connaît dans les années 70 et au même moment, au moment du retour de Ben, il y a également un autre personnage qui va arriver, qui va acheter une maison qui est inhabitée depuis 25 ans environ suite à la mort de ses propriétaires. Donc c'est une maison qui est un peu crainte, c'est un peu la maison hantée du village, on va dire. Et cette maison, donc Marston House, va être achetée par ce nouvel arrivant qui est très étrange, qui est qui dégage quelque chose d'un peu inquiétant comme ça. Et du coup, suite à cet élément, il y a des choses très inquiétantes qui vont arriver à Salem. Notamment, on va retrouver un chien éviscéré qui va être découvert. Et il y a également un petit garçon qui va disparaître. Il est accompagné par son frère. Il est passé par un petit chemin qui passe par un bois. Et un des petits garçons va disparaître et son frère qui va être retrouvé sera dans un état vraiment de choc assez important et il se souvient pas du tout de ce qui s'est passé, il a aucun souvenir de ce qui est arrivé à lui-même ni à son frère et donc tout va découler de ces éléments-là et clairement un mal est en train de se répandre à Salem. Ça c'est pour l'histoire de manière générale. Et donc pour ma part,
Je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Salem, moi je pensais que ça allait traiter de sorcellerie, de sorcière, mais en fait pas du tout. Ça indiqué ici en quatrième de couverture. Ben, le résumé est déjà pas long, hein, mais il y a une petite phrase qui indique effectivement de quoi allait traiter ce livre. Moi j'avais pas fait attention, je me suis lancée dans la lecture sans avoir regardé l'arrière, mais au lieu de traiter de sorcière, ça va traiter de vampire, donc idée intéressante, pourquoi pas. Donc voilà, ça m'a un peu, enfin ça m'a pas surpris, mais moi je m'attendais à sorcière et en fait c'était vampire. Mais j'ai passé un très très bon moment avec cette histoire. C'est assez horrifique bien entendu, c'est inquiétant aussi. Il y a une ambiance comme ça tendue pendant toute une partie de ce roman. C'est très très bien construit, c'est très très bien amené. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Stephen King, en tout cas pour les livres que j'ai lus, j'apprécie vraiment cette écriture, j'apprécie cette ambiance pesante qu'il arrive à installer, j'apprécie aussi énormément tout le travail qu'il fait au niveau des personnages, parce que c'est de nouveau une brique. Bon après il y a des petits plus dans cette lecture, mais là, ça c'est l'épilogue. Du coup, ici, oui, ce livre fait 668 pages. Donc ça, c'est l'histoire. Et ici, en plus, ce nombre de pages-ci, on a deux nouvelles en extra sur Salem, que j'ai lu également. Voilà, et à la fin, on a aussi des scènes coupées qui ont été malgré tout ajoutées dans ce livre. J'ai pas lu les scènes coupées parce que voilà, elles sont mises les unes à la suite de l'autre. Donc j'avais peur d'un peu me perdre dans ces scènes coupées et j'avais apprécié l'histoire en elle-même qui est présentée dans ce roman, donc je me suis dit que c'était peut-être pas indispensable de lire les scènes coupées. J'ai lu les deux nouvelles bonus qui se passent à Salem que j'ai beaucoup apprécié et l'histoire en elle-même que j'ai énormément apprécié également. Donc très très bonne lecture, malgré sa taille, ce récit est prenant. Il y a de nouveau, on passe beaucoup de temps avec les personnages, beaucoup de temps dans ce village à découvrir les gens. Il y a cette ambiance qui se met en place, toute l'histoire qui est rattachée aussi à cette maison qui est là depuis des années, Marston House, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui arrive maintenant. C'est vraiment très bien travaillé. Ouais, c'est une ambiance qui est un peu flippante comme ça et j'ai adoré, c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé suivre cette histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage de Ben. Il faut pas s'attacher au personnage de manière générale, je vous dirais, parce qu'il y a des surprises et des rebondissements, personne n'est à l'abri. Donc on va suivre le personnage de cet écrivain qui va être mis face à une situation à laquelle de toute évidence il ne s'attendait pas, une situation extrêmement difficile à gérer et c'était vraiment très très bien amené. Bref, moi j'ai été emportée dans cette histoire, j'ai été vraiment emmenée à Salem dans cette ambiance de vampire et c'était génial. Alors j'ai également lu celui-ci qui est Les Jumeaux Croche-Mort. C'est le premier tome qui s'intitule La Malédiction. C'est écrit par Cassandra O'Donnell et c'est aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un petit livre qui vient de sortir de Cassandra O'Donnell. J'avais déjà lu sa précédente saga qui s'appelle La Légende des Quatre, que j'ai ici en haut dans ma bibliothèque, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci me faisait envie quand j'ai vu qu'il était annoncé. Du coup, je l'ai acheté et je l'ai lu directement. C'est un livre jeunesse, hein, donc au niveau de la mise en page, c'est assez aéré, c'est fluide, ça se lit assez vite. Et j'ai beaucoup apprécié en fait cette histoire. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc à l'arrière, il y a aussi une petite phrase. Donc, s'il est des lieux obscurs dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort, sans nul doute, en fait partie.
Ça met un petit peu dans l'ambiance et on va suivre deux personnages qui sont les jumeaux Croche-Mort, c'est-à-dire Silence et Auriel. Ce sont deux orphelins, ils vivent depuis des années dans une famille d'accueil. C'est une famille d'accueil qui est vraiment aimante, chaleureuse, bienveillante, enfin tout se passe bien. Ça change un petit peu des familles d'accueil mauvaises et méchantes qui font subir des choses horribles aux enfants. Ici c'est pas le cas. Ils vivent une enfance et un début d'adolescence vraiment agréable. Mais un jour, ils apprennent que leurs grands-parents, dont ils ignoraient complètement l'existence, sont toujours vivants, mais qu'en plus, ils les réclament dans leur manoir. Et il n'y a pas à discuter en fait. Ils doivent partir, ils doivent quitter leur famille d'accueil pour retrouver ces grands-parents dont ils ignorent tout. Donc c'est un peu surprenant, ils sont assez... surpris, vu qu'ils se pensaient orphelins. Leurs parents ont eu un accident et au niveau des paperasseries, etc., il n'a jamais été question de grands-parents. Donc il y a la question de se demander pourquoi est-ce que ils les sollicitent maintenant, comment ça se fait en fait qu'ils n'aient pas été au courant que leurs grands-parents étaient toujours en vie. Donc Silence et Auriel vont partir, ils vont arriver au manoir et ils vont constater qu'il y a des choses extrêmement bizarres déjà dans la ville et également dans ce manoir aussi. Ils vont apprendre un peu plus tard qu'en fait il y a une malédiction qui plane dans ce village et le truc aussi c'est que Silence va subir vraiment beaucoup de violence de manière générale. On lui fait clairement comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue dans le manoir et dans la ville et on ne sait pas du tout pourquoi. Contrairement à ça, Auriel lui, il a l'air vraiment attendu et bienvenu. Donc il y a une différence de traitement entre les deux jumeaux et on comprend pas très bien pourquoi, ils ne comprennent pas du tout pourquoi. Et évidemment, on va un petit peu comprendre au fur et à mesure que ça a un lien avec la malédiction qu'il y a sur la ville, qu'il y a aussi un lien avec leurs parents, notamment leur mère. Il y a des petits éléments comme ça qui sont un petit peu dévoilés, mais on n'a pas toutes les réponses non plus après ce premier tome. Et du coup, moi, je suis très intriguée pour la suite parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était vraiment un très bon premier tome où il y a déjà pas mal d'éléments, il y a beaucoup d'actions aussi. C'est une histoire qui est très intrigante. L'ambiance, comme je vous l'ai dit, elle est très dérangeante. On sent qu'il y a plein de secrets qui sont présents, qui sont latents. Il y a plein de choses qu'on cache aux jumeaux. La ville aussi, elle est elle fait assez peur parce que il y a cette malédiction. On apprend aussi qu'il est interdit de sortir à la tombée de la nuit. Les habitants aussi sont assez agressifs et violents, notamment envers Silence. Donc oui, il se passe clairement des choses très bizarres dans cette ville. Je vous dis pas ce qui se passe à la tombée de la nuit, mais ça fait assez peur. Et le duo des jumeaux, il est vraiment très chouette. Ce sont deux frères et sœurs qui sont extrêmement soudés. Ils sont attentifs l'un à l'autre, ils se comprennent, ils s'écoutent. Oui, et c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé les suivre. Ils ont aussi des particularités l'un et l'autre. Je vous dis pas quoi, mais il y a aussi cet aspect-là qui est présent. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite et découvrir un peu ce qui va se passer, voir ce qui est caché, ce qui se passe exactement dans cette ville, quel est le lien avec leurs parents, tout ça. Bref, c'était vraiment une excellente lecture que je vous recommande si vous aimez le genre lecture jeunesse mais très bien construit et une ambiance comme ça un petit peu pesante, un petit peu inquiétante. Alors j'ai également terminé celui-ci qui était une de mes lectures en cours que vous avez déjà vu passer, donc le tome 2 de Six of Crows qui est La Cité corrompue de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche que j'ai terminé. Je suis super contente de l'avoir lu mais aussi un petit peu triste de l'avoir terminé. Nous sommes ici dans une suite vu que c'est une duologie, donc je vais pas vous raconter ce qui se passe dans celui-ci bien entendu, mais sinon qu'est-ce que je peux vous dire sur cette lecture qui est vraiment incroyable. Donc en fait on est dans les bas-fonds d'une ville qui s'appelle Ketterdam et en fait
on suit un groupe de personnages qui est mené par Kaz Breaker, qui est un jeune homme ambitieux, qui est un jeune homme débrouillard, qui est un jeune homme très intelligent et assez dangereux également, il faut bien le dire, hein. Il a des talents de voleur et il s'est fait un nom dans ces bas-fonds où la violence est de mise, hein, et c'est la loi du plus fort en fait, et il s'est fait vraiment un nom parmi tout ce petit monde. Il a des talents de voleur et il est très attiré par l'argent. Et autour de lui, il a des personnages qui le forment un genre de groupe, des personnes qui ont chacun un talent spécifique. On a un jeune garçon qui est très doué au niveau du tir. On a une jeune femme qui s'appelle Inej, qui elle est une acrobate qui est nommée le Spectre, qui est très douée pour se faufiler discrètement et récolter des secrets. On a aussi d'autres petits personnages qui forment le groupe, et en fait un jour il y a un riche marchand qui s'appelle Vanek, qui va proposer à Kaz une mission, c'est-à-dire se rendre dans le palais de glace pour délivrer un savant contre évidemment une fortune assez importante. Et on va se rendre compte que ce savant en fait est l'inventeur d'une substance qui s'appelle le Jurda Parem, qui est une drogue qui augmente les pouvoirs des Grishas. Ici, oui, on est dans l'univers, bien entendu. Donc, ça augmente leur pouvoir d'une façon incroyable. Mais du coup, cette substance, cette drogue, entre les mains des mauvaises personnes, ça pourrait être vraiment une catastrophe sans nom. Et ce riche marchand, Vanek, voit dans cette drogue un intérêt financier et un intérêt de pouvoir très intéressant pour lui. Donc, il va demander à Kaz et son équipe de lui ramener ce savant de manière à ce qu'il ait la main mise sur cette drogue. Alors Kaz va accepter cette mission et lui et son équipe vont se lancer dans cette aventure. Et tout découle de là. Je m'arrête pour l'histoire. Évidemment, ça c'est ce qui se passe dans le premier tome. Dans le tome suivant, on continue cette histoire, cette aventure, parce que toute cette mission au Palais des Glaces, il va y avoir des choses inattendues qui vont arriver, il va y avoir des dangers, ça va pas tourner évidemment comme on s'y attendait au départ, il va y avoir des pièges et des choses comme ça. Et dans ce deuxième tome, on continue à suivre Kaz et ses compagnons. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré retrouver tous ces personnages. On a un petit rappel au début du livre, voilà, on a le dessin avec les personnages, on a Kaz, on a Inej, on a Jesper qui est là, on a Nina qui est à côté, on a Mathias et on a Willan. On a également la carte de ce monde et c'était vraiment... on a aussi un plan de quêteur d'âme. Voilà, il y a pas mal de choses pour se situer dans cette histoire, mais franchement, c'était génial. Comme je vous l'avais dit, je pense, quand j'ai lu le premier tome, je vous conseille de d'abord lire toute la partie Grisha avant de vous lancer là-dedans, parce que les Grishas sont encore ici, et du coup, si vous savez pas exactement ce qu'est un Grisha, vous allez peut-être pas comprendre tous les éléments de cette duologie, mais c'était vraiment génial. J'ai passé un super moment. C'est une histoire que j'adore. On est dans plein d'aventures, dans un monde extrêmement dangereux où il faut surveiller ses arrières, où il y a des trahisons, où il y a des vengeances latentes. Ce sont des personnages dangereux, Kaz et ses amis, mais en fait ils sont tellement attachants. Oui, ce sont des jeunes qui sont vraiment très très attachants et qui essayent de s'en sortir dans cette ville pleine de dangers. On apprend plein de choses sur Kaz, sur Inej, sur Jesper aussi, sur Nina. Enfin, on apprend plein de choses en fait sur tous les personnages qu'on est en train de suivre et c'était fantastique. Franchement, je vous recommande cette duologie. En plus, c'est que 2 tomes, donc vous vous lancez pas non plus
dans une série où il y en a une vingtaine. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous avez l'occasion, lisez Six of Crows parce que c'était vraiment incroyable. J'ai même, il y a des moments d'émotion dans ce livre. J'ai même été, j'ai eu les larmes aux yeux à un moment donné à la fin, ce qui m'arrive pas souvent. Je suis pas spécialement une pleureuse dans les livres. Et il y a plein d'histoires qui me touchent, ça bien entendu. Mais ici, j'ai vraiment eu les larmes qui montaient et les fois où c'est arrivé, je crois que c'était pour la mort de Sirius et Dumbledore, mais sinon c'est pas aussi récent, aussi souvent que ça. Donc voilà, petite surprise aussi, j'étais tellement attachée à ces personnages qu'il y a des choses qui m'ont vraiment touchée en plein cœur et c'était incroyable. Je vous le recommande vraiment à 1000%. Alors, j'ai terminé hier ceci qui est l'Ascension des Dragons aux éditions Plume Blanche de Marion Aubry. C'était aussi une de mes lectures en cours dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais montré ces très belles éditions où chaque début de chapitre, on a le dragon comme ça. Et à chaque page, en hauteur, on a un petit dragon comme ceci. Et en bas, on a également petit dragon dans son œuf ici. J'ai terminé cette histoire hier parce qu'il fallait absolument que je la termine. Il me restait moins de 100 pages et je voulais absolument avoir la fin. Et c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc je suis vraiment très contente. Donc dans cette histoire, en fait c'est une histoire de dragon. Vous vous en doutez. Et on va suivre le personnage de Enma. Enma qui est une héritière, qui est le personnage principal de cette histoire. Donc on nous explique que il y a quelques années, sans doute, c'était l'époque des dragons. Et quand la fin de cette époque est arrivée, les dragons ont bien senti que cette période prenait fin. Ils ont légué une partie de leur pouvoir dans les êtres humains, donc dans les hommes, qu'ils jugeaient dignes en fait de cet héritage. Cet héritage et ce sang des dragons a été transmis, ce qui fait maintenant que il y a des personnes, des personnages de cette histoire qui possèdent un don et c'est rattaché justement à leur sang et à cet héritage qui a été transmis par les dragons. Ces personnes qui ont ce don sont appelées des héritiers. Il y a différents types d'héritiers aussi. Il y a la classe alpha, oméga. Donc ils ont certains ont plus de pouvoir entre guillemets, des dons plus importants que d'autres. Et ces héritiers vivent parmi les êtres humains, je veux dire des personnes comme nous qui n'avons pas de pouvoir magique. On se retrouve à cette époque-ci dans notre époque et parmi les humains classiques, il y a les héritiers qui vivent de manière cachée. Comme je vous l'ai dit, on va suivre le personnage d'Enma qui, elle, est une héritière mais qui n'est pas une héritière ordinaire parce que elle, en fait, elle descend directement des dragons. Donc je veux dire que par là, elle n'a pas un héritage par le sang, mais elle a éclos de son œuf, donc d'un œuf de dragon. Donc elle a un statut complètement différent et du coup, elle, c'est la reine des dragons. Donc ce personnage d'Enma, la reine des dragons, elle a un pouvoir incroyable, beaucoup plus important que les autres héritiers, bien entendu. La vie se passe assez bien. Les héritiers, comme je vous l'ai dit, sont cachés, sont discrets jusqu'au moment où, bien évidemment, les choses vont changer parce qu'il y a un personnage qui va arriver et qui, lui, va lâcher une bombe dans le sens où il va annoncer que lui, il a décidé de ne plus rester caché, de ne plus rester dans l'ombre, que les êtres humains devaient faire avec, en fait, que les héritiers étaient dignes avaient le potentiel et les capacités pour avoir plus de pouvoir et entre guillemets être les maîtres du monde. Donc lui n'accepte plus cette façon de vivre discrète et secrète parmi les humains. Il décide de se montrer au grand jour et il a une attitude extrêmement agressive vu que pour lui les êtres humains c'est des insectes dont il a aucune gêne, aucun problème à écraser.
Et du coup, les héritiers et Enma, qui eux se cachaient et vivaient discrètement, sont un peu obligés aussi de se montrer au grand jour pour justement s'opposer à ce personnage qui a un petit côté sombre et maléfique. Ça, c'est l'histoire en gros. Mais c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, comme je vous l'ai dit. J'étais à fond dans ma lecture, surtout hier. Je voulais vraiment avoir la fin, savoir ce qui allait se passer. On a aussi une temporalité qui change, donc on va suivre l'histoire en temps réel et puis on va avoir des petits chapitres vers un retour au passé. Dans le passé, voilà, par exemple ici on a 16 ans auparavant, un peu après on va avoir, je ne sais pas moi, 5 ans auparavant, bref, on fait des allers-retours comme ça, présent, passé, et c'était vraiment super intéressant. Enfin, moi j'aime bien en général quand il y a des petits changements dans la temporalité. Donc c'était amené de manière sympa. Ça ne nous perd pas dans l'histoire. On apprend de plus en plus justement grâce à ces passages dans le passé. J'ai beaucoup apprécié les personnages aussi, surtout le personnage d'Enma. Enma qui est un personnage adulte. Donc ça change aussi. C'est pas une jeune fille de 16, 14 ans ou même 12 ans qui a un pouvoir incroyable et qui doit changer le monde. Non, ici on est face à un personnage qui a 25 ans, un truc comme ça me semble-t-il, et du coup c'est un personnage adulte qui a sa vision aussi du monde et des choses adultes, avec son expérience, avec tout ça. Donc ça c'était aussi intéressant. Et Enma est un personnage très intéressant, et dans le livre il y a des réflexions aussi très intéressantes, parce que on nous montre que tout n'est pas blanc ou noir. C'est pas aussi simple que ça. Il y a vraiment une part de sombre qui est présente, et c'est pas juste il y a le bien, il y a le mal et c'est tout. Non, il y a vraiment une réflexion comme ça sur ces thématiques que j'ai beaucoup apprécié, qui rendait l'histoire très crédible également, surtout quand l'action commence à avancer, quand les autorités et tout ça sont au courant qu'il y a des héritiers, que ce sont des personnes qui ont des dons incroyables, des dons qui peuvent être dangereux bien entendu, parce que voilà, le pouvoir d'un dragon c'est pas non plus anodin. Il y a des pouvoirs, il y a un personnage par exemple qui peut utiliser la foudre ou le feu. C'était vraiment bien fait, bien amené, oui, des intrigues, des choses qui m'ont surprise aussi, et j'ai passé vraiment un super moment. Les dragons sont présents à un moment donné, donc je vous ai dit que c'était il y a des années, les dragons ont vu leur époque qui déclinait, leur fin qui approchait, mais il va y avoir un renouveau qui va arriver. C'était vraiment top. Oui, j'ai beaucoup apprécié cet univers. J'ai bien apprécié la plume aussi de cette autrice, et ouais, ce fut une excellente lecture que je vous recommande si vous aimez les dragons, si vous aimez ce genre d'histoire de fantasy. C'était vraiment très très bien fait. Et je termine avec ces deux petits livres de BD, qui est Le Veilleur des Brumes, le second et le troisième tome. J'avais lu le premier tome précédemment, je vous en avais parlé je pense, je l'ai pris avec moi, c'est celui-ci. Ils sont vraiment trop beaux. J'ai flashé sur les couvertures, je les trouvais vraiment trop belles. Et j'ai pu terminer, parce que c'est une trilogie, donc ils sont terminés. Et c'était une histoire vraiment très chouette. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'était très très agréable. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé quand j'ai lu le premier tome, mais je vais vous réexpliquer cela bien entendu. En fait, on est dans un petit village, et ce petit village est entouré par un genre d'enceinte qui sert à protéger le village des brumes. Ces brumes, c'est un genre de ténèbres qui en fait détruit tout sur son passage. C'est un genre de brouillard un peu spécial comme ça, qui retire toute la vie des choses, que ce soit les plantes, les animaux, les êtres humains. Et du coup, dans ce village, il y a un personnage qui est le père de ce petit cochon, qui s'appelle Pierre. Son père, en fait, c'est la personne qui a justement construit cette enceinte, et construit cette enceinte en mettant un système justement
qui permet de bloquer les ombres, les brumes, de passer outre cette grande palissade. Ce mécanisme, il est vraiment bien fait, il est bien construit, mais il nécessite un gardien parce qu'il faut le remonter toutes les 12 heures, quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent constamment. Pierre, c'est un petit cochon qui est encore un enfant. Il va à l'école, c'est son père qui s'occupe du mécanisme, de remonter tout ce mécanisme, et le reste du village vit paisiblement, en fait, n'a pas à s'inquiéter de cette brume. Donc toute cette tâche, toute cette responsabilité, elle est destinée aux veilleurs des brumes. Et on apprend que la maman de Pierre, justement, elle a disparu à cause de la brume. Ça a beaucoup impacté son papa. Et un soir, sans savoir pourquoi, Pierre va constater que son papa en fait a disparu, qu'il est sorti du côté brume de la palissade, et il comprend pas ce geste, mais son père a disparu et du coup c'est à lui qu'incombe la responsabilité, la tâche de continuer à faire fonctionner ce mécanisme, à le remonter pour qu'il puisse repousser les brumes. C'est ces brumes qui font des assauts réguliers, donc je crois que c'est tous les 12 jours, la brume envoie une sorte de grosse vague qui vient se fracasser contre la palissade et qui est repoussée par le système, qui est un genre de moulin à vent comme ça. Et en fait, Pierre, il tient le journal de bord comme son père le faisait. Et le souci, c'est qu'il constate que à chaque vague, donc à chaque fois que la brume revient, elle est un peu plus puissante. Elle est à chaque fois un poil plus puissante. Donc c'est quand même un élément assez inquiétant. Et malheureusement, il y a un moment où la vague arrive et elle détruit une partie de cette palissade. Et Pierre, avec deux de ses petits compagnons d'école qui étaient venus le voir, vont se retrouver de l'autre côté de la palissade. Donc du côté où tout est mort sur son passage. C'est une énorme forêt où tout est mort et où c'est assez inquiétant comme lieu. Et on va les suivre parce qu'ils vont faire des rencontres et ils vont essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment la brume fonctionne, etc. Il y a aussi l'élément important, c'est que Pierre sait qu'il doit revenir dans son village avant les 12 jours, étant donné qu'à la prochaine vague, vu que la palissade elle est abîmée, que la vague a détruit une partie du mécanisme, si la brume revient, eh bien elle pourra décimer tout le village. Donc ils ont été balancés de l'autre côté et ils doivent se dépêcher de revenir pour réparer. Évidemment, de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, ils vont se rendre compte qu'il y a des éléments auxquels ils ne s'attendaient pas. Notamment, ils vont faire des rencontres, ils vont rencontrer des créatures. Ils vont se rendre compte qu'ils sont pas les seuls en fait à être encore en vie. Je vais pas trop m'avancer dans l'histoire, mais du coup c'est vraiment un voyage surprenant qu'ils vont effectuer à trois, et dans le but évidemment d'en apprendre davantage, mais de pouvoir revenir à temps pour sauver leur village. C'était vraiment très bien, j'ai beaucoup apprécié. C'était vraiment bien amené, les dessins sont super beaux. C'est comme ceci, vous voyez, je trouve ça vraiment magnifique. Là, on a Pierre avec un de ses compagnons. L'autre, c'est une petite renarde. Il y a des planches comme ça qui sont juste... Enfin, il n'y a pas de texte, c'est juste une image. Là aussi, vous voyez, je trouve que c'est superbement bien fait. Il y a beaucoup de pages où c'est juste une image, c'est juste à contempler et ça me parle énormément. C'était vraiment très très chouette à suivre. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. Regardez ça. C'est trop beau. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même aussi. Il y a plein de surprises, il y a des belles valeurs aussi sur l'amitié, sur l'union, sur l'entraide, sur le fait aussi que voilà, il faut pas que ce soit une personne aussi qui ait la responsabilité et sur laquelle pèse le poids de toute la communauté, qui a moyen aussi
de changer ça, de faire d'une façon différente, de partager aussi le poids des choses. C'était vraiment très très bien amené, c'est une très très belle histoire. Que j'ai beaucoup aimé. Oui, je pense que vous vous rendez compte vu que je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Oups, je me suis cognée ici avec les livres. J'ai donc terminé cette trilogie qui est vraiment trop belle. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est une histoire que je vais relire, ça c'est certain, parce que j'ai passé un super bon moment avec Pierre, Roxane et ses autres petles compagnons. Ah oui, il y a encore une chose, je suis dans une nouvelle lecture audio qui est celui-ci, le Silmarillion de Tolkien. Je l'ai dans cette magnifique édition qui est un cadeau qui m'a été fait. Donc ça c'est la jaquette, sinon il est simple sans la jaquette, mais c'est un très très beau livre relié et à l'intérieur il est illustré. Donc on a pas mal de petites illustrations comme ça. Il faut aimer évidemment Tolkien de manière générale, il faut aimer l'ambiance Seigneur des Anneaux et toutes les histoires autour, parce que c'est de ça dont il est question. Mais comme moi j'adore cet univers, j'ai commencé cette lecture en audio. Je suis ici, franchement ça se lit assez rapidement en audio. Je pensais que j'allais prendre plus de temps, mais ça me plaît beaucoup et du coup les pages se tournent finalement assez vite. Donc voici pour ma lecture audio. J'ai quelques lectures en cours, vous vous en doutez bien, je vais vous montrer ça. J'ai celui-ci dans un premier temps qui est Phantom Manor, la légende de la mariée de Thomas Echevarria, qui est un livre auto-édité. C'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur. Elle l'a acheté et elle l'a lu, c'est dans l'univers Disney bien évidemment. Apparemment il est excellent, elle a beaucoup apprécié, donc moi ça m'a donné envie de le découvrir. Je l'ai juste commencé, j'ai lu le premier chapitre, donc c'est pas grand chose, mais je vais continuer évidemment. J'ai également commencé celui-ci qui est Alien Earth de Megan Lindwood aux éditions Le Livre de Poche, qui est en fait Robin Hobb. Je vous en ai déjà parlé pour la saga L'Assassin Royal, c'est cette écrivaine qui fait un livre ici de science-fiction. J'étais très curieuse de le découvrir, je l'ai à peine commencé aussi, je crois que j'ai commencé hier avant d'aller dormir, donc j'ai lu le petit début, mais je suis très curieuse de la découvrir en science-fiction. J'ai également commencé La librairie de Monsieur Livingstone aux éditions City, écrit par Monica Gutiérrez. Ça c'est une lecture toute douce, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal dans un univers de librairie et de livres. Là j'ai lu ceci, donc j'avance, ça se lit super bien parce que j'ai pas lu des heures et je suis déjà entre guillemets là. Pour le peu de temps que j'ai pris pour lire ce petit livre, c'était quand même déjà beaucoup. C'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages, oui 250 pages, et à l'arrière il était indiqué réconfortant et optimiste, le livre qui fait aimer la vie. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine, mais pour l'instant j'aime bien l'ambiance. Je suis toujours dans la lecture de celui-ci, Belladonna de Adeline Grace aux éditions de Saxus. Je vous en avais parlé la semaine passée, me semble-t-il. J'ai avancé, je suis à plus ou moins 20% de ce livre et j'aime beaucoup aussi cette lecture. Donc je vais le continuer, je l'aurai fini pour la semaine prochaine, je vous en parlerai à ce moment-là. Et dernière chose que j'ai commencé, c'est celui-ci qui est Le Fort Intérieur et la sorcière de l'île Moufle. C'est écrit par Stella Benson et c'est aux éditions Calidor. Le livre est magnifique. Vous voyez, il y a des petits reflets comme ça, rose, mauve, c'est absolument magnifique. À l'intérieur aussi, il y a des pages qui sont noires. J'ai lu pas grand chose, mais il y a déjà des petits dessins ici. Et également comme ceci. J'étais très curieuse de le découvrir, c'est un livre que j'ai vu quand il était annoncé et voilà, je l'ai trouvé en allant en bibliothèque pas du tout, en librairie le week-end passé et j'ai craqué. Et j'avais tellement envie de le découvrir que je l'ai entamé
très rapidement. C'est un petit livre aussi qui fait un peu plus de 200 pages avec des illustrations de temps en temps. À mon avis, ça va être assez fluide au niveau de la lecture. Et je suis très curieuse de le découvrir. J'ai pas voulu trop lire l'arrière de la 4e de couverture pour vraiment avoir la découverte de cette histoire. Mais bon, déjà dans le titre, on parle de sorcière. Donc je pense que ça va être assez sympa. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures. Faites mes lectures en cours. Il y a juste la dernière chose que je voulais vous montrer, dont je vous avais parlé. J'ai fait une petite commande sur le site de Adèle Chat qui fait notamment des marque-pages. Et du coup, je me suis pris pas mal de marque-pages. Je vais vous montrer cela, ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai commandé un premier lot de 3 marque-pages qui sont ceux-ci. Voilà. Le même style que je trouvais absolument magnifique avec des personnes en chaussettes, petits livres, petites boissons, ambiance cosy. Je les trouve vraiment très très jolies. Je me suis également pris un grand marque-page ambiance Anne de Green Gables. Donc ici vous voyez il y a écrit les différents titres des livres avec Green Gables. On a aussi Anne quitte son île, Anne d'Avonlea, la vallée arc-en-ciel. Bref, il y a plein de petits éléments qui rappellent ces livres de Lucy Maud Montgomery que je trouvais vraiment super joli. En plus petit format, j'ai pris cette collection aussi de 3 petits marque-pages. Hop, que j'aime aussi énormément, je les trouve très très beaux. Comme petite étagère, petite bibliothèque avec plein de petits éléments. De la même taille, donc plus petit format, j'ai aussi pris cette petite collection gourmande et printanière, je trouve. En tout cas, il y a des petits éléments avec les couleurs et tout, petits gâteaux dans les tons roses et avec les petites fleurs un peu partout, que j'aime beaucoup aussi. J'ai reçu, donc c'est super gentil, celui-ci en cadeau, avec la mer, petits éléments maritimes. Et j'avais alors commandé aussi 2 cartes. La première c'est celle-ci. Et la seconde c'est celle-ci, ambiance yoga. Bien entendu, étant donné que je donne des cours de yoga, j'ai beaucoup apprécié la carte où il y a le rappel à la lecture, les plantes, le petit chat. Donc voilà, ça c'était pour ma petite commande que je vous partage comme ça. Si ça vous intéresse, eh bien pourquoi pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie bien entendu de votre présence. Je vous remercie de me suivre et d'être là tous les dimanches matin avec moi. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits likes comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures et si vous avez des recommandations, si vous avez des avis sur les livres que je vous ai présentés ou autres. N'hésitez pas. Passez un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.